Dans Breath of the Wild, Link a 4 super pouvoirs. Il attire le métal avec un aimant, il fait surgir des blocs de glace de l'eau, il crée des bombes instantanément et il fige le temps. C'est pratique, c'est magique, mais est-ce que c'est possible dans la vraie vie? Salut, c'est Indesyout. Aujourd'hui, on va répondre à la question que tout le monde se pose après 100 heures de jeu. Est-ce que la science de Zelda tient la route dans la vraie vie? Est-ce qu'on peut faire tout ça dans notre monde? Spoiler, la réponse est oui et non. Et parfois, c'est même pire qu'une réponse. Commençons par le pouvoir basique, le pouvoir que tout joueur récupère au début du jeu, c'est-à-dire le Polaris. Ce pouvoir bien connu des joueurs va nous permettre de bouger tous les objets en métal que nous voulons. Mais ces objets en métal sont indépendants. En gros, tous les objets en métal ne viennent pas se coller à nous, on peut les contrôler, on peut les bouger, etc. Alors, est-ce que ça marche dans la vraie vie? Mais donc, est-ce que ça existe? Oui, les électro-aimants existent ainsi que les aimants. Ça, vous le savez. Le seul petit souci, c'est que tout le métal arrive directement sur nous à la même vitesse et on ne peut pas contrôler le métal ni le bouger. En gros, ça va des pattes du gardien jusqu'à l'énorme hache des bokoblins ou aux gros cailloux de 3 tonnes métalliques. Déjà, ça c'est pas ouf. Mais encore, c'est pas le pire. Vous allez voir. Parce que juste pour attirer un petit caillou de quelques tonnes qui serait en métal, il faudrait un aimant ultra puissant capable de détruire toutes les cartes bancaires du monde dans un rayon de 500 mètres. Et ouais, c'est pas avec le petit aimant que porte Link qu'on va pouvoir faire ça. Et tout ça pourquoi? Pour attirer tout le métal vers toi. Des pattes du gardien jusqu'aux clés de ta maison. Donc dans la vraie vie, avoir le module Polaris, c'est soit inutile, soit mortel. Donc en gros, c'est comme si tu avais un aimant de chantier braqué sur toi pendant 24 heures. Chaque pouvoir dans cette vidéo a un petit tableau. Ce petit tableau, c'est toutes les caractéristiques du pouvoir. Déjà, est-ce qu'on a la technologie nécessaire pour pouvoir utiliser ce pouvoir? Ça s'appelle technologie. Il y a aussi l'option et la caractéristique puissance. C'est-à-dire, est-ce qu'on a cette fois pas les matériaux, mais l'énergie nécessaire pour utiliser ce pouvoir? Et la dernière caractéristique, c'est la précision. Est-ce qu'on peut faire ça bien? Alors, pour la technologie, le Polaris, c'est possible. On a les matériaux pour. Mais, par exemple, pour la puissance, on ne peut pas. On ne peut pas effacer toutes les cartes bancaires du monde dans un rayon de 500 mètres. Enfin, genre, l'aimant doit être vraiment particulièrement puissant. Et pour la précision, je vous en parle même pas, car ça attire absolument tous les éléments métalliques sur toi, de quoi t'écraser et te transformer en crêpe. Troisième module, les bombes. Qu'elles soient rondes ou carrées, les bombes sont très faciles à créer. Link les invoque par magie, il les crée, il les fait détonner, il les explose et il en recrée. Et tout ça instantanément, sans matériaux. Dans Breath of the Wild, c'est facile et c'est magique. Tu prends une bombe, tu en lances une, elle explose et hop, elle revient dans ta poche et tu peux en créer une autre. Pas besoin de soufre ni de feu, rien, juste une bombe que tu crées. Dans la vraie vie, c'est compliqué. Pour faire une bombe, il faut des matières premières, du genre du soufre,
du charbon ou alors des matières chimiques. Attention, je dis pas que les bombes de Breath of the Wild sont des vraies bombes, car les bombes de Breath of the Wild ressemblent un peu à des bombes, mais en vrai, on comprend bien que ça n'en est pas vraiment. Car, les vraies bombes, ça prend beaucoup plus de temps à préparer, et voilà, c'est pas bleu comme ça, vous comprenez quoi. Et ce qu'il faudrait surtout, ce serait du temps. Car il faudrait que Link puisse bricoler quelque chose avec les matériaux nécessaires, comme on l'a dit. Mais du coup, ça prendrait des minutes et même des heures, pas une seconde. Mais le vrai mystère, c'est l'énergie. Dans le jeu, la bombe apparaît de nulle part. Mais apparemment, cette énergie vient de la tablette Sheikah. Et la tablette Sheikah est elle-même alimentée par les tours et les sanctuaires. Mais qui alimente les tours ? La terre, les plantes, le soleil ? Personne n'en sait rien. Donc pour se simplifier la vie, il y a une formule qui s'appelle E égale mc2. On en avait déjà parlé dans une précédente vidéo sur la vitesse de la lumière, je vous incite à aller la voir, je mets le lien en description. En réalité, tu peux créer des bombes de nulle part, c'est possible. Mais pour en créer, il faut l'équivalent de 45 millions de milliards de joules. C'est beaucoup. Même si vous connaissez pas l'unité joule, ça vous donne une petite idée avec ce nombre. Soit la puissance d'une bombe nucléaire qui explose. Alors autant prendre l'énergie de la bombe nucléaire qui explose plutôt que pour fabriquer une petite bombe qui sert à rien à part faire perdre un peu de PV aux ennemis. Et donc pour créer une petite bombe, tu dépenses l'énergie d'une grosse bombe. C'est pas très logique. Mais attendez, parce qu'on peut tricher. Et si la bombe était déjà là ? Et si la tablette ne la créait pas, mais la matérialisait ? Comme si Link avait un stock de bombes en réserve quelque part et que la tablette les faisait apparaître et spawn quand il en a besoin. L'énergie serait alors utilisée pour déplacer la bombe, pas pour la créer. C'est plus réaliste, mais ça soulève une autre question. Où sont stockées les bombes ? Dans un autre espace ? Dans une autre dimension ? Et comment Link les fait apparaître ? Donc le module bombe, c'est le plus what the fuck de tous. Parce que créer de la matière à partir de rien, c'est littéralement un rêve de physicien le truc. Et un cauchemar pour les loin de la thermodynamique. Mais si on imagine que les bombes sont déjà là, quelque part cachées, alors c'est juste de la logistique et c'est peut-être possible. Troisième module, Cryonis. Link fait surgir un bloc de glace de l'eau, n'importe où, n'importe quand, même sur l'eau qui coule comme une rivière. Faire de la glace, c'est facile, mais très très facile. L'eau gèle à 0 degré. Mais le faire surgir instantanément et qu'il soit aussi gros, sans contact, en quelques secondes, ça demande une énergie colossale. Pour un bloc de la taille de Link, on parle de plusieurs milliers de calories. Dans le jeu, comme toujours, l'énergie vient de la tablette Sheikah. Donc, en soi, c'est possible si tu as une source d'énergie suffisante. Le problème, c'est la rapidité. Pour geler de l'eau, en une fraction de seconde en plus, il faudrait refroidir si vite que l'eau n'a pas le temps de former des cristaux. Ça s'appelle la vitrification, je crois. Et ça demande des températures extrêmement basses, genre moins 200 degrés. Et vous l'aurez compris, c'est très difficile à atteindre en fait. Pour vous rendre juste compte, la température la plus basse dans l'univers, c'est-à-dire le zéro absolu, est juste à moins 271 degrés. Enfin, je dis juste, mais c'est quand même très très froid, genre un contact et voilà, t'es mort. Le souci, c'est que quand l'eau gèle trop vite, elle se dilate. Et quand elle se dilate, elle explose, littéralement. Donc, ton gros bloc de glace, au lieu d'être une plateforme bien nette, ce serait un amas de cristaux tranchants qui pètent ta gueule, et ceci dans tous les sens. Bref, Cryonis, c'est possible, mais dans la vraie vie, ça s'appelle un accident de laboratoire en fait. Donc, la prochaine fois que tu remontes une cascade ou une rivière sur un bloc de glace, remercie bien la tablette Sheikah, parce que dans la vraie vie, tu serais en train de ramasser tes dents
ainsi que de les perdre toutes. Quatrième module, Cinétis. Link fige un objet ou un ennemi dans le temps. Il frappe et il accumule de l'énergie cinétique. Et quand le temps reprend, l'objet est propulsé à toute vitesse. Si c'est un monstre, il perd des PV. Dans Breath of the Wild, c'est assez simple à comprendre. Tu figes un truc, tu le frappes, l'énergie s'accumule, le temps reprend et pouf, magie, le truc part à la vitesse de la lumière. Ça sert à déplacer des objets lourds ou à envoyer des ennemis dans l'espace. Alors figer le temps, c'est théoriquement possible. Avec la relativité d'Einstein, dit que le temps ralentit quand on va vite. Pour le figer complètement, il faudrait aller à la vitesse de la lumière. Donc oui, sur le papier, c'est possible. Mais le problème, c'est de figer un objet sans le reste. Et de le faire sans avoir à voyager à la vitesse de la lumière. Car si vous avez regardé cette vidéo, vous savez qu'un objet ne peut pas aller à la vitesse de la lumière. Je vous mets le lien en description, encore une fois. Deuxième problème, l'accumulation d'énergie. Dans le jeu, Link frappe plusieurs fois et l'énergie s'accumule dans l'objet. Dans la vraie vie, l'énergie que tu mets dans un objet, elle part en chaleur, en son ou en déformation, enfin en onde. Et elle ne reste pas stockée pour plus tard. Pour accumuler de l'énergie et la restituer instantanément, il faudrait un matériau parfaitement élastique, qui n'existe pas. Et le dernier problème, c'est le temps lui-même. Si tu figes vraiment le temps, comment Link peut-il frapper ? Comment l'énergie peut-elle s'accumuler ? Si le temps est figé, rien ne bouge, donc l'objet ne peut pas accumuler d'énergie, il ne peut pas être frappé. C'est un paradoxe. Pour que Cinétis fonctionne, il faut que le temps ne soit pas vraiment figé, juste ralenti. Beaucoup ralenti, ça se dit pas trop. Mais alors, ce n'est plus du temps figé, mais c'est du temps au ralenti. Et une dernière question. Quand Link fige un ennemi, l'ennemi a-t-il conscience d'être figé ? Est-ce qu'il souffre ? Est-ce qu'il voit Link s'approcher sans pouvoir bouger ? Dans le jeu, non, c'est juste un effet. Dans la vraie vie, si tu figes le temps pour quelqu'un, son cerveau est figé aussi. Donc, il ne se passe rien pour lui. Il ne sait même pas qu'il a été figé. C'est à la fois rassurant, mais aussi terrifiant. Et si on avait déjà été figé ? Donc Cinétis, c'est le module le plus proche de la science, mais le plus loin de la réalité. Parce que figer le temps, c'est facile sur le papier. Mais dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué que ça. Et si ça existait, ce serait probablement trop dangereux pour être utilisé en laboratoire par exemple. Alors maintenant, le verdict final. Est-ce que les modules de Zelda Breath of the Wild sont possibles dans la vraie vie ? En réalité, Polaris, ça peut exister en théorie, car les aimants existent, mais qu'ils sont trop puissants et trop imprécis. Cryonis aussi. En théorie, geler l'eau c'est possible à 0 degré, mais l'explosion garantie et ramassage dedans, pareil. Pour les bombes, c'est littéralement impossible. Créer de la matière à partir de rien, c'est impossible. Par contre, on peut bricoler des trucs. Et pour Cinétis, on peut aussi en théorie, car figer le temps théorique, mais stocker de l'énergie, non, tu peux pas stocker de l'énergie à l'intérieur d'un objet. Donc la science de Zelda, c'est un peu comme la science réelle. Ça a l'air magique, mais c'est juste de la physique en fait. Sauf que dans le jeu, ils ont une tablette magique. Et dans la vraie vie, on a des lois qu'on ne peut pas tricher. Mais c'est ça qui est beau, parce que si les modules étaient réalistes, on jouerait pas à Zelda et on passerait plus de temps dans la vraie vie. On ferait des calculs de thermodynamie.